obstruction. Donc, la maladie bulleuse est caractérisée par la formation de bulles aériennes dans le parenchyme pulmonaire, souvent associées à l'emphysème, peut survenir sur un poumon normal. L'évolution des bulles se fait de manière progressive, pouvant aboutir même à une détresse respiratoire, des complications extrêmement graves. Alors maintenant, la chirurgie mini-invasive et la chirurgie ont transformé la prise en charge chirurgicale. Alors, au cours de cette présentation, je voudrais passer en revue avec vous la physiopathologie, le diagnostic, les complications et les options thérapeutiques. Présenter le champ conceptuel de cette pathologie, décrire la classification morphologique, identifier avec vous les méthodes diagnostiques, analyser les complications et présenter les options chirurgicales. Nous allons adopter ce plan. Alors, champ conceptuel que nous devons explorer aujourd'hui. Alors, nous allons essayer de regarder ensemble la définition, c'est-à-dire la compréhension et l'extension des concepts bleb, bronchiectasie, bronchocèle, kyste pulmonaire, cavité, poumon en nid d'abeille et bulle. Alors, un bleb, c'est une petite vésicule à contenu aérien dans l'espace sous-pleural ou dans l'espace pleural, ne dépassant pas 1 cm de diamètre. La paroi est mince et sa rupture peut causer un pneumothorax spontané. Alors, chez des individus jeunes, des soldats, des sportifs qui présentent un pneumothorax spontané, certainement vous allez faire le drainage thoracique, mais vous devriez avoir en tête la possibilité de la présence d'un bleb, d'une vésicule qui s'est rupturée. Bronchiectasie. Alors, la bronchiectasie fait l'objet d'un chapitre, d'un cours, un chapitre d'un sujet que je vous demanderai de bien approfondir et de me présenter. Alors, il s'agit d'une dilatation des bronches, une dilatation irréversible, diffuse ou localisée. Alors, cette bronchiectasie est secondaire à des infections. Je voulais parler de l'obstruction proximale des bronches, pas vrai? Et des anomalies bronchiques congénitales identifiées comme étiologie de la bronchiectasie. Alors, ces bronchiectasies, ces bronches dilatées peuvent subir une déformation, leur donnant une configuration cylindrique. Elles peuvent être variqueuses ou kystiques. Bronchiolectasie, c'est une dilatation des bronchioles. Évidemment, ces bronchioles ne contiennent pas de cartilage. Alors, les maladies inflammatoires peuvent entraîner ces bronchiolectasies. Ce sont des structures dilatées à paroi mince avec la présence d'un exudat. Et notez bien, à chaque définition correspond une image. Alors, l'imagerie étant mise à notre service pour une meilleure compréhension, une meilleure identification, une meilleure, je dirais, appréhension de ces pathologies. Regardez un bronchocèle. Un bronchocèle, c'est une dilatation bronchique. Il faut bien faire la différence entre bronchocèle et bronchiectasie. Ok, c'est une dilatation avec rétention de sécrétion, impaction, je dirais, muqueuse. Secondaire, évidemment, une obstruction proximale. Et
Et ces anomalies peuvent entraîner une déformation tubulaire ou en Y, ou une image visualisée évidemment sur cette coupe de endroit de un kyste visible sur ce scanner, c'est une lésion circulaire, de parois minces, et variable, généralement de 2 mm et inférieur à 1 cm. Il n'y a pas d'emphysème associé. Le contenu du kyste peut être généralement, les kystes sont du contenu liquidien, mais dans ce cas précis, il peut y avoir aussi de l'air ou des substances solides. Une cavité, c'est un espace rempli de gaz au sein d'une consolidation, d'une masse ou d'un nodule. Alors, se produit par l'expulsion ou le drainage de la partie nécrotique de la lésion, c'est-à-dire il existe une consolidation, une masse, cette masse est nécrosée, ouais, et la partie nécrosée est par évidemment altercation entre les cellules de défense de l'organisme et l'agression microbienne, il va se produire du pus qui sera collecté et ce pus peut être drainé, peut-être drainé dans une bronche, mais cette cavité va se nécroser et contenir cette sécrétion purulente. Alors, une caverne n'est pas synonyme d'abcès. L'abcès, c'est une collection de pus. Alors, la cavité, c'est l'espace qui peut contenir du pus, mais c'est la nécrose, c'est la partie nécrotique, qui est détachée et qui entraîne la formation de cette cavité avec des parois épaisses et irrégulières. Un nid d'abeille, regardez ce scanner, cette coupe représentant du tissu pulmonaire avec une destruction de l'architecture acinaire, les acinies. Et nous donnons cette configuration. Alors, ce sont de multiples kystes, de taille variable, que l'on retrouve au stade final de plusieurs pathologies, de plusieurs pathologies qu'on aura la chance de regarder. Pathologies interstitielles peuvent transformer l'architecture acinaire, nous donnant, détruire l'architecture, nous donnant cet aspect en nid d'abeille. Les bulles. Une bulle, c'est une lésion pulmonaire généralement remplie d'air, visible sur cette radiographie, supérieure à 1 cm de diamètre, à paroi mince, généralement associée à des modifications emphysémateuses sous-jacentes. On peut avoir une bulle unique ou des bulles multiples. Alors, les bulles peuvent devenir géantes, des bulles emphysémateuses, nous conduisant à parler de syndrome, le Vanishing Lung Syndrome, une entité qui est rare, visualisée sur cette coupe tomodensitométrique, rare. Les fumeurs ont toujours cette malchance d'avoir pratiquement à confronter toutes les pathologies
pulmonaire. Alors, ce vanishing lung syndrome peut se retrouver chez les grands fumeurs, occupe au moins un tiers de l'hémithorax, généralement au niveau des lobes supérieurs. Ici, nous avons une image du scanner pour nous montrant une bulle géante, pas vrai, qui résulte de la coalescence de plusieurs foyers emphysémateux, pas vrai, paraseptaux. Alors, quid de la pathogénie de cette maladie? Alors, jusqu'à présent, on n'en sait pas trop sur cette pathogénèse. On pense, à travers des théories, que le collapsus du poumon sain par une bulle qui contient du gaz sous-jacent peut être à l'origine de cette pathologie et qui contient, pas vrai, contient du gaz sous pression entraînant un effet de valve. On pense aussi que la présence de communication bronchique entretient, pas vrai, une alimentation de la bulle. On pense aussi qu'il s'agit d'une manque de rétraction élastique. On pense également que les bulles peuvent se gonfler, mais ne peuvent pas se dégonfler car leur ouverture se comprime lorsqu'elles se gonflent, ce qui maintient l'état de gonflement représenté ici sur ce croquis. On pense aussi que l'entrée de l'air en expiration favorise la survenue d'une bulle en fonction de la pression plus faible qui se trouve au niveau des poumons. Les bulles se développent après la rétraction et le collapsus du parenchyme pulmonaire. Donc, il est donc suggéré que la perte de volume dans le poumon est due à une relaxation plutôt qu'à une compression. Classification, selon la morphologie, on peut distinguer plusieurs types de bulles, type 1, type 2, type 3, des bulles géantes, pas vrai? Et il existe des caractéristiques d'identification de chaque type. Par exemple, pour le type 1, la localisation est sous-pleurale. Le type 2, localisation superficielle, col large. Type 3, localisation profonde dans le parenchyme, contenant des brins de tissu pulmonaire. Les bulles géantes occupent un tiers de l'hémithorax, entretenant ce syndrome du poumon évanescent. Alors, type 1, ici, présenté. Type 2, type 3. Et les bulles peuvent être associées à de multiples maladies, comme la fibrose pulmonaire idiopathique, la pneumoconiose, la sclérodermie, la silicose, l'histoplasmose, autant de pathologies que je vous demande d'aller cuisiner, d'aller approfondir. Alors ici, schématiquement, une présentation des bulles de plusieurs types en fonction de leurs caractéristiques. Type 1, vous regardez type 1, col court, type 2, col élargi, type 3, avec les caractéristiques évidemment que nous venons de vous montrer. Alors, il existe une association, une cohabitation entre ces deux entités pathologiques. L'emphysème, c'est une affection pulmonaire caractérisée par un élargissement anormal permettant des espaces aériens et permanents, des espaces aériens distaux par rapport à la bronchiole terminale avec destruction de la paroi alvéolaire. Ne vous faites pas d'appréhension, on va les voir de manière schématique. Il existe une classification évidemment acinaire proximale, centrolobulaire ou centro-acinaire. Remettez à nu l'anatomie de l'arbre pulmonaire et acquise au cours de votre parcours en P2, pas vrai? Okay? Et l'emphysème peut être panlobulaire ou panacinaire. Alors, pour comprendre cette classification et d'abord cette définition et cette
classification. Alors, il faut regarder avec moi, l'emphysème détruit les parois alvéolaires, créant des espaces aériens anormalement élargis, pas vrai? Alors, se forment des bulles par la confluence des alvéoles, pas vrai, détruites, pas vrai? Et l'emphysème peut être centrolobulaire, pas vrai? L'emphysème peut être panlobulaire, panlobulaire ou panacinaire, et l'emphysème peut être paraseptal. Alors, regardez, reprenez votre anatomie et regardez cette configuration pour pouvoir mieux comprendre. Alors, comment se fait le diagnostic? Le diagnostic se fait à la radiographie. Regardez avec moi ici la bulle, pas vrai? Et regardez les caractéristiques de cette bulle, pas vrai? Et l'association avec l'emphysème, pas vrai? Alors, à la thoracoscopie par infrarouge, c'est une nouveauté de la chirurgie. Alors, on fait une thoracoscopie pour poser le diagnostic et cette thoracoscopie nous permet de délimiter, pas vrai, les zones saines qui sont bleutées et les autres zones contenant les bulles. Regardez avec moi la thoracoscopie avec l'utilisation de rayons infrarouges. Quelles sont les complications par vrai de ces bulles associées évidemment à l'emphysème? C'est le pneumothorax spontané. Donc, le diagnostic différentiel doit être réalisé avec le pneumothorax ordinaire. Donc, il y a un signe qu'on appelle le signe de la double paroi que vous pouvez regarder ici sur la radiographie. Et quand on met un drain thoracique dans les cas de ces cas de rupture de grosses bulles, pas vrai, les fuites d'air sont difficilement, je dirais, sont difficiles à prendre en charge. J'ai déjà eu un patient avec une bulle géante, un vanishing lung syndrome, et pour lequel j'ai fait un drainage de Monaldi parce que l'état général du patient qui était déjà tuberculeux et qui a développé cette pathologie, pas vrai, était mauvais. Alors, on a fait un drainage de Monaldi, on a mis un drain directement dans la cavité, pas vrai, et les fuites d'air ont été difficiles à gérer. C'est comme si on soufflait dans une bouteille. Ici, l'infection qui peut compliquer cette pathologie avec des niveaux hydroaériques au niveau des bulles. On peut avoir aussi des zones de consolidation. L'hémorragie peut survenir. Évidemment, en cas d'hémorragie due à la présence d'une maladie bulleuse, on peut toujours réaliser une prise en charge conservatrice. La transformation maligne est redoutable. Donc, il peut s'accumuler des substances carcinogènes au niveau de la bulle. Et il se produit une transformation maligne, évidemment, sur une longue période. Alors, quand la transformation maligne se produit, on a des signes radiologiques et tomodensitométriques. Alors, on peut, à partir de ces trouvailles, classifier les bulles transformées en cancer ayant subi une transformation maligne en plusieurs types, type 1, type 2 et type 3, avec des caractéristiques ici présentées. Le type 1 sur le scanner, ouais, utiliser les flèches ouais, pour mieux les identifier, pas vrai. Le type 1, encore une fois, regardez la flèche. Le type 2, alors il existe une corrélation de trouvailles péropératoires et la tomodensitométrie. Le type 3, la
tomodensitométrie combinée avec l'histopathologie. Le traitement se réalise quand les indications chirurgicales se posent, c'est-à-dire lorsque le patient présente une bulle géante en expansion occupant plus d'un tiers du poumon, lorsque le ou la patiente se trouve en difficulté respiratoire, dyspnée ou diminution de la capacité fonctionnelle secondaire à la compression, quand il y a suspicion de malignité, quand le patient présente un pneumothorax récurrent, évidemment la présence d'infection. Alors, ce qu'on peut faire, on peut faire une ligature par thoracoscopie, un drainage, comme je l'ai dit, par thoracoscopie, une ablation au laser par thoracoscopie, qui n'est pas encore à notre portée, on a la ligature par thoracoscopie, est à notre portée. On peut utiliser des cols, okay, et on peut réaliser une bullectomie par thoracoscopie, tout comme ici, on peut réaliser une bullectomie par thoracotomie. Alors, ici, je vous présente une bullectomie par thoracoscopie. Alors, on a mis les trocars, on a mis les agrafes, on a mis la caméra et on a visualisé la bulle. Ici, on a visualisé les poumons, on visualise la bulle et il y a des agrafes qui sont faits, des staplers qui sont faits pour la réalisation de cette intervention que l'on peut utiliser sans problème. Alors, ici, regardez une bullectomie réalisée par chirurgie vidéo assistée, pas vrai? Et regardez l'endroit où on en a placé la caméra. Regardez l'endroit où se trouve placé, évidemment, pour permettre de réaliser cette bullectomie. Encore une résection. Encore une résection. On peut utiliser une pince, je dirais, de Duval pour clamper et placer les structures nous permettant de réaliser les. Des fois, il existe des adhérences au niveau pulmonaire qu'il faut briser afin de pouvoir réaliser la bullectomie, ce qui rend parfois cette bullectomie difficile. Les complications, c'est la mortalité entre 0 et 2,5%, une fuite aérienne prolongée dans 53% des cas. Ceci m'est arrivé en 3 occasions. Alors, une fibrillation auriculaire dans 12% des cas, une ventilation mécanique est nécessaire dans 9% des cas. C'est pour cette raison que j'ai toujours hésité pour opérer les patients avec bulle pulmonaire à Port-au-Prince. Il n'y a pas d'ICU à Port-au-Prince. Dans 9% des cas, on aura besoin d'une ventilation mécanique. Donc, la situation en Haïti n'est pas favorable aux porteurs de bulles. D'ailleurs, il y a une demoiselle que j'ai opérée pour une bullectomie. L'opération a été réalisée dans des conditions parfaites. C'est-à-dire, on a fait la ligature, bah ouais. On a utilisé les agrafes, les staplers, par thoracotomie. Et ensuite, la patiente a développé toutes les complications que la chirurgie haïtienne ne peut pas prendre en charge. C'est pour cette raison qu'en Haïti, il faut être prudent quand on pose l'indication opératoire. Il y a des interventions que l'on peut réaliser en Haïti sans problème. Il y a des interventions qui nécessitent des infrastructures beaucoup plus avancées, comme le support mécanique. J'ai pas eu ces problèmes à Mir parce qu'il y avait, et même à Inf, parce qu'il y avait des unités de soins intensifs pouvant nous permettre de réaliser la ventilation mécanique. Alors, maintenant, puisqu'on a des outils chirurgicaux en main, on est en train maintenant d'améliorer l'esthétique. Regardez ce qu'on a fait, pas vrai? On a réalisé la bullectomie en périaréolaire et c'est notre façon en chirurgie d'évoluer par rapport aux autres sphères de la médecine en occasionnant le moins de mutilation possible. Regardez avec moi, on a réalisé des interventions autour
manière et on a mis en place les drains, tout est mis en place, c'est pour éviter une thoracotomie, puisque la thoracotomie peut entraîner par après une morbidité élevée, comme nous l'avons déjà vu dans le cours sur les incisions thoraciques. Alors, il existe des cas importants, comme un cas qu'on m'a présenté avant-hier, évidemment à Port-au-Prince, un cas qu'on m'a présenté avec une bulle géante à droite et une destruction pulmonaire et une autre bulle à gauche. Alors, à ce passé, il reste très peu de tissu pulmonaire. Et pourtant, la bulle entraîne un gonflement extrêmement important des structures, je dirais, des structures malades. Alors, il y a une chirurgie que l'on peut appliquer pour ces patients qu'on appelle la chirurgie de réduction de volume du poumon. Alors, on fait la résection de 20 à 30% du tissu, des tissus pulmonaires les plus endommagés, pas vrai, ce qui permet une réexpansion, pas vrai, du tissu sain. Alors, c'est ce que j'ai expliqué. Alors, si l'on fait la résection, une réduction pulmonaire, on peut permettre au tissu pulmonaire sain comprimé de pouvoir se réexpandre. Cette approche peut être réalisée soit par la chirurgie mini-invasive, vidéothoracoscopie, soit par une sternotomie médiane, soit par une thoracotomie permettant de visualiser la masse pharynx et emphysémateuse et de pouvoir réaliser cette réduction de 30% jusqu'à 30% du tissu pulmonaire. Cette intervention a été déjà réalisée pour un patient, le père d'un médecin, mais le patient n'avait pas pu survivre de cette grosse intervention en raison de son âge. Alors, la médecine est inventive. Maintenant, au lieu d'aller opérer, de réaliser des interventions lourdes, la compréhension de la pathologie nous permet d'envisager d'autres possibilités. On peut par bronchoscopie mettre une valve endobronchique. Et cette valve endobronchique va permettre la réexpansion, c'est-à-dire l'air va sortir, pas vrai, mais l'air ne peut pas gonfler les bulles. Alors, c'est une solution. On peut mettre aussi un emplat d'air. Ce sont des solutions qui sont proposées par rapport à la chirurgie lourde que, coordonnément, nous réalisons. Alors, quand ça ne marche pas, comme je l'ai dit pour cette patiente, il faut réaliser la transplantation pulmonaire, c'est-à-dire on enlève le poumon malade, pas vrai, ou bien les deux poumons. L'homme peut vivre avec un seul poumon, pas vrai. Donc, on peut faire une transplantation des deux poumons, on peut faire une transplantation d'un seul poumon. On peut même transplanter le bloc cœur-poumon. Ceci a été déjà réalisé depuis les années 1982. Alors, on fait une transplantation pulmonaire. Il existe des indications de cette transplantation pulmonaire et une infrastructure lourde, comme la présence de circulation extracorporelle, les procédures de prélèvement, les procédures de donation et de réception compliquées, complexes. J'espère pouvoir avoir la chance de réaliser avec vous une fenêtre sur la transplantation pulmonaire. Disons, c'est ce que je réalise maintenant, je ne sais pas. Mais maintenant, pour faire cette transplantation, il faut qu'il existe des donneurs, il faut qu'il existe un receveur. Il faut qu'il existe une procuration, c'est-à-dire le patient qui va céder ses poumons dans le contexte qui entoure sa mort, pas vrai, on doit faire le prélèvement, c'est ce qu'on appelle la procuration, et l'autre patient doit être en condition pour que l'on réalise les anastomoses, évidemment. Le plus important, c'est la réalisation. Ce n'est pas de placer le poumon, c'est de connecter les vaisseaux du donneur avec les vaisseaux du receveur et réaliser des anastomoses qui marchent. Alors, il existe des indications. Quand vous avez votre patient avec insuffisance respiratoire chronique terminale, bah ouais. OK?
avec une bronchopneumopathie obstructive et emphysème, muscoviscidose, hypertension artérielle pulmonaire. Ce sont des critères permettant de poser la nécessité d'une transplantation pulmonaire. Alors, l'espérance de vie est inférieure à 50%, 1 an à 2 ans, pas vrai, sans une transplantation pulmonaire, pas vrai. Par contre, la transplantation pulmonaire va améliorer, pas vrai, la survie du patient. Alors, en France, on réalise 350 transplantations pulmonaires par an. En Haïti, on en réalise 0. Alors, c'est là que je vais m'arrêter pour le cours sur la chirurgie thoracique non cardiaque. Maintenant, puisque dans notre programme, nous devrions voir la chirurgie cardiaque, la chirurgie thoracique et la chirurgie vasculaire, je vais entamer d'emblée avec vous votre premier cours sur la chirurgie vasculaire. Vous n'avez pas de questions?